Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va parler plus jeux vidéo ou histoire, on va faire un joli mélange, vous allez voir, avec notre petit programme. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le retour de Maxime Chao. Bonjour Belinda. Comment ça va Maxime ? Super, merci de l'invitation. Écoute, grosse période pour toi. Oui, c'est très chargé en ce moment. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le deuxième Noël dans le jeu vidéo, pour tous les jeux qui ne sont pas arrivés au pied du sapin et qui vont débarquer avant la fin du mois de mars, parce que c'est la dernière année fiscale, donc effectivement c'est très chargé. J'espère que vous avez encore des sous, parce qu'en effet il y a beaucoup de jeux qui arrivent et on va en parler de certains aujourd'hui avec aussi Camille Allard. Comment ça, Camille ? Merci beaucoup pour l'invitation, en plus je vois des têtes connues, donc c'est toujours un plaisir. Mais on se fait une petite émission entre gens cool. Ouais. Et sympa pour parler, je vous l'ai dit, beaucoup histoire. Vous allez voir, on va parler de Civilisation, notamment le grand retour de Civilisation, un jeu qui tient à cœur de Camille et moi. On va essayer d'initier encore plus Maxime pour l'entraîner avec nous. Mais on va y arriver. On va le convertir, exactement. Mais on va démarrer tout de suite avec l'actu à chaud. Eh bien, cette semaine, on ne parlera pas de licenciement, comme c'est souvent le cas quand je dis l'actu à chaud. Non, on va parler de jeux annulés. Eh ben oui, c'est à peu près pareil. C'est un peu l'autre pendant. C'est à peu près pareil. Alors, messieurs, je voulais parler avec vous, parce que dans l'actu, on a eu ces dernières semaines pas mal de jeux annulés. Alors, on avait parlé de Earthblade, qu'on devait au studio qui a fait Céleste. Céleste, qui avait un jeu qui avait marché, énormément apprécié. Et bien là, ils ont annoncé que le prochain jeu passe à la trappe. On a eu rumeur aussi qu'un Warhammer 40 000, Warhammer Space Marine 2, qui a beaucoup marché, ils avaient prévu aussi un jeu en coop Up qui est passé à la trappe, mais surtout, chez Sony, chez Sony, on voulait faire beaucoup de jeux services, Maxime, et finalement, patatras, ça marche pas aussi bien que Jim Ryan nous l'avait promis. Exactement, oui, ils sont en train de changer leur stratégie complètement, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de dégâts ces derniers temps, et notamment, je pense que le meilleur exemple, c'est Concorde, qui malheureusement a qui est sorti, pas longtemps, mais qui est sorti. 15 jours, qui a resté 15 jours, et qui, selon les rumeurs, aurait fait perdre 400 millions de dollars à Sony, donc c'est quand même assez conséquent, assez énorme. Donc oui, ils sont en train de repenser leur stratégie. Ils avaient annoncé, je crois, en 2022, 12 jeux services. Qui devaient arriver d'ici 2025. On est en 2025. 2025-2026, c'était un petit peu la stratégie de Jim Ryan et de Herman Hulst, qui est donc le nouveau PDG de Sony Interactive Entertainment. Et ça n'a pas pris parce qu'effectivement, les jeux services, c'est très compliqué. Et lorsque ça fonctionne, c'est bien, mais quand ça fonctionne pas, c'est énormément complexe. Donc effectivement, ils sont dans une mauvaise passe. Ils sont en train de revoir à la baisse. Ils sont passés de 12 à 6. On a vu, il y a une liste de jeux assez conséquente. On se demande s'il en reste pas 4, en fait. Alors, ils viennent d'annoncer l'annulation de jeux services chez Bluepoint. Absolument. Alors, qui se murmure devait faire un multi God of War. Et chez Ben Studio, alors Ben Studio, ils n'ont vraiment pas de chance. Le studio qui avait fait Days Gone, qui espérait faire Days Gone 2, qui s'est déjà plaint de ne pas pouvoir le faire, et qui là vient de se faire annuler. Camille, il y avait plein de jeux. Ça te tentait, toi, les jeux services multi à la sauce PlayStation ? Moi, à la base, je suis surtout joueur PC. C'est vrai que j'ai quand même une énorme curiosité pour les jeux PlayStation parce que c'est impossible de passer à côté. Mais après, tant que ça touche pas trop le PC, on va dire que moi, ça me convient. Ils y vont pourtant sur PC, tu devrais être content. Non, c'est vrai. Par contre, c'est une bonne stratégie. C'est vrai que j'ai l'occasion de pouvoir avoir testé des jeux qui étaient avant sur PlayStation et qui arrivent enfin sur PC. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous, joueurs PC. Mais après, les annulations, de toute façon, c'est malheureusement depuis quelques années, ça s'enchaîne. Le milieu, il va pas très bien, on va pas se mentir. Et on le ressent vraiment, nous, de plus en plus, quoi. Après, attention, les jeux qui sont annulés, il y en a énormément dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que là, ce sont des jeux qui ont été annoncés et qui ont été annulés. Mais des projets qui sont pas annoncés et qui sont killés avant même d'être annoncés, il y en a énormément. Souvenez-vous d'Embracer, qui devait être un géant du jeu vidéo qui s'est scindé en multi. Eux, c'est 80 jeux qu'ils ont annulés quand même. Mais alors, je voulais quand même revenir avec vous sur un chiffre. La GDC, donc, qui est la conférence normalement des développeurs, a dévoilé son étude, un peu état du jeu vidéo et de l'industrie. Et alors, c'est réponse des interrogés, c'est pas une étude générale. 16% des développeurs travaillent sur des jeux services. Sur l'ensemble de la planète jeux vidéo. 33% parmi les développeurs de AAA, donc on parlait de Concorde, des gens comme ça, et se disent intéressés donc dans les développeurs, 13% seulement pour faire des jeux services, et 41% pas du tout. Donc c'est-à-dire que c'est quand même majoritairement un style de jeu qui n'intéresse pas les développeurs plus que ça. C'est très compliqué, en fait. Je pense que c'est avant tout des décisions qui sont liées
au niveau des hauts responsables. Ils ont vu le carton de Fortnite. Là, on a Marvel Rivals qui cartonne également. Donc forcément, ça donne envie parce que et puis on a GTA Online aussi qui sont des jeux qui durent pendant quasiment 10 ans. Donc c'est des revenus qui sont réguliers tous les mois. Donc effectivement, c'est une formule et un business model qui fait rêver énormément de grands patrons, de grands studios, des investisseurs. Donc ils veulent tous recopier le modèle. Le problème, c'est que des Fortnite, des GTA Online, il n'y en a pas pour tout le monde. Puis il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui s'investissent dans ce genre de jeu, donc les jeux services, c'est leur jeu de tous les jours, du quotidien. Donc ils jouent à ça tout le temps, ils ne jouent pas à d'autres jeux. Et en plus de ça, ils investissent énormément d'argent parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de microtransactions. Et quand on a dépensé peut-être, je ne sais pas, mais 200, 300, voire 1000 euros sur la longévité du jeu qu'on a acheté, on n'a pas envie de s'investir sur un autre jeu. Donc forcément, c'est très compliqué d'aller chercher, effectivement, une nouvelle pépite, un nouveau jeu service qui va cartonner. Là, le dernier en date, c'est Marvel Rivals, donc de NetEase, studio chinois, mais on ne savait pas trop. Alors effectivement, il y a la carte Marvel. Il y a la carte Marvel quand même, ça aide. Mais Avengers s'est planté. Donc c'est pas forcément lié au fait que ça soit du Marvel. Donc on ne sait pas trop. C'est un petit peu la roulette russe, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Concorde aurait pu très bien fonctionner aussi, parce que je pense qu'il était taillé pour. Et est-ce qu'il n'était pas trop taillé pour Concorde ? Est-ce que justement il ressemblait pas un peu trop à Overwatch, oui. À tout, et finalement ça manquait de personnalité. Helldivers 2, un melting pot de tout ce qui se fait, tout ce qui a marché. Donc effectivement, ça, les joueurs, ils sont quand même très attentifs à ça. C'est ça. Ils recherchent quand même la vraie nouveauté. Et c'est vrai que quand ils ont tendance à avoir quelque chose qui ressemble un peu trop, les comparaisons sont très rapides dans le jeu vidéo. Et ça, c'est un peu malheureux de temps en temps. Parce que Helldivers 2, paradoxalement, exclu PS5, basculé après sur PC et ailleurs, gros carton. Est un carton absolu. Parce que c'est un genre finalement qui est pas si exploité que ça. Non, dans le jeu vidéo. Ils sont partis sur un truc complètement à part et ça suffit. À part, alors il y avait déjà, dans le style, oui, alors il y avait déjà l'héritage du premier parce que alors le premier c'était pas un jeu à la troisième personne, c'était plutôt du top down, donc c'était vraiment différent. Là ils ont non seulement renouvelé leur formule, mais en plus ils se sont inspirés de Starship Troopers pour pouvoir proposer leur univers. Donc il y a quelque chose, même si c'est inspiré d'un film qu'on connaît tous, c'est quand même un film des années 90, donc il y a une certaine nouveauté, fraîcheur aussi dans l'univers qui fait que... L'humour aussi. L'humour, effectivement, le travail d'équipe, tout ça, ça a énormément fonctionné, effectivement. Ouais. Et une grosse écoute aussi de la communauté. Alors, ils sont vraiment très à l'écoute, on voit qu'ils furettent sur les forums, qu'ils sont à la recherche du moindre défaut pour pouvoir l'améliorer dans le patch suivant, et ça c'est un truc que les joueurs apprécient beaucoup, quoi. Absolument. Mais ça, c'est voilà. On va conclure là-dessus dans l'étude GDC, notamment sur les raisons, ce que les développeurs trouvaient positif dans l'intérêt de faire un jeu service, c'était notamment le rapport avec la communauté. Et dans les points négatifs, il y avait le fait que c'était la stagnation créative, parce qu'il y avait 4-5 jeux qui marchaient et que tout le monde copiait, et les risques de burn-out pour les équipes, parce que ça sollicite énormément. Puis accessoirement, il n'y a pas assez de temps de jeu pour tout le monde. Et si je peux me permettre, c'est que Sony, leur erreur, c'est que leur ADN, c'est jeu solo. Mais oui. Ils sont jeux solo avant tout. Donc ils ont pris toute leur licence historique de jeux solo pour en faire des jeux services. Et ça, je pense que ça a été la mauvaise stratégie. Et ils ont tout annulé. The Last of Us, Horizon, Twisted Metal, Spider-Man, Uncharted, on devait avoir un truc. Il y a des rumeurs. Il y avait des rumeurs, mais je pense que à mon avis c'est pareil, ça s'adapte pas, quoi. Donc voilà. Donc les jeux services, vous resterez tous sur Fortnite ou GTA Online. Ou GTA Online. Messieurs, on va attaquer le gros morceau. Quand je disais qu'on allait faire un peu d'histoire aujourd'hui, voilà, multijoueur c'est multi-histoire. On va parler du retour de Civilization. Le jeu revient le 11 février. Ça fait 9 ans, maintenant il faut que je change d'année, 9 ans qu'on attendait une suite. Camille, explique aux gens qui seraient passés à côté de Civilization, mais qu'est-ce que c'est donc Civilization ? Alors, Civilization, on pourrait dire ça, on dirait que c'est une saga déjà, qui commence en 91, et c'est une belle histoire, sans mauvais jeu de mots, parce qu'à la base, ça a commencé avec un jeu qui était quand même assez un mélange de tableau Excel. Enfin, c'est assez complexe. Avec les ambitions de l'époque, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des graphismes comme maintenant. Donc, l'ambition, c'était de créer un jeu de stratégie, mais qui soit sur un modèle 4X. Donc, 4X, c'est vraiment eux qui ont lancé le genre pour expansion, exploration, exploitation, extermination. Donc, que des choses qui donnent envie. De l'histoire. L'histoire de l'humanité. Exactement. Et si à l'époque c'était justement un enchaînement de tableaux, etc., c'était pas forcément très agréable à l'œil, au fil des années et au fil des épisodes, ils ont réussi à rendre le truc beaucoup plus abordable jusqu'à l'épisode qui sort donc maintenant.
et qui lui se veut démocratiser le genre totalement, quoi, que ça soit dans les mécaniques de jeu et surtout aussi dans l'atmosphère graphique qui a vraiment totalement changé depuis des années, quoi. Alors, on le disait, on arrive au 7. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de choses. L'inspiration de départ, alors c'est une époque où on parlait beaucoup de RTS, on sait que les jeux stratégiques comme ça existent quand même depuis très longtemps. Bien sûr. La vraie... Quel a été le déclic ? Alors, on parle toujours de Sid Meier. Déjà, on dit toujours Sid Meier Civilization. Il faut quand même rappeler que c'est finalement un des cofondateurs du premier studio, qui était Microprose, et après Firaxis, évidemment, qui est indécrottable de son jeu. Lui, il dit toujours, on était fan des jeux de RTS, mais ça correspondait pas à ce qu'on voulait, c'est-à-dire beaucoup de mécaniques de jeu. Et c'est vrai que dans un RTS, dans un jeu de stratégie donc en temps réel, on n'a pas le temps de mettre en place toutes les stratégies qui sont proposées dans Civilization. Ça, c'est quelque chose au fil du temps ils sont plutôt allés dans un maximum de systèmes de jeu que dans la réduction. Bah ouais, en plus, il faut savoir que comment le jeu prend ses sources, c'est qu'on est donc à la fin des années 80, à une époque où les jeux type Risk, qui étaient des jeux de plateau vraiment traditionnels, faisaient vraiment un gros carton. Alors maintenant, ça cartonne un peu moins, c'est connu dans l'esprit populaire, mais c'est pas un truc... C'est devenu des jeux vidéo aussi beaucoup. C'est devenu un peu des jeux vidéo. Et à l'époque, en fait, personne ne s'attaquait au genre. En fait, c'était surtout du jeu d'aventure, etc. Enfin, c'était vraiment un jeu qui était vraiment uniquement un jeu de plateau. Et c'était quelque chose... Je pense qu'ils ont vraiment eu envie d'adapter, quoi. Et la preuve, c'est que ça a marché. Et c'était quasiment les premiers à le faire. Et c'est vrai, ça, tout de suite, il y a eu une expérience qui s'est faite. Et c'est une belle histoire qui a commencé à cette époque-là, quoi. Alors, on disait, ça va aller très vite, en fait, dans le changement. Le 2 arrive en 96, donc 5 ans Exactement, après. On commence à améliorer le gameplay. Les graphismes. Le 3, on ajoute beaucoup plus de ressources stratégiques, ce qui est aujourd'hui, pour ceux qui y jouent et qui reviennent comme boîte de temps en temps, un peu le truc qui fait que tu es perdu. Le 5, est-ce que le 5 qui arrive en 2010 est un vrai tournant ? Alors, moi, il y a deux tournants. Il y a le 4 qui est le passage à la 3D, qui pour moi, forcément, dans le jeu vidéo, quand vous passez d'une licence de la 2D à la 3D, forcément, c'est toujours exceptionnel, surtout avec nos yeux de l'époque. Et effectivement, la grosse différence avec le 5, qui est aussi dans son genre un jeu assez clivant, c'est qu'on est passé des cases carré classique type jeu d'échecs à des cases hexagonales. Et ça, en fait, mine de rien, ça change. Ce qu'ils avaient refusé au début. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, le fait d'avoir. Enfin, là, ça vous dit pas forcément grand-chose, mais en fait, une case hexagonale, ça va tout changer sur les motivations des troupes, etc. On va pouvoir les bouger différemment. Alors que quand vous jouez sur un jeu type échec, vous avancez soit sur les côtés, soit sur l'arrière, l'avant, et vous n'avez pas autant de choix que ça. Et là, on a vraiment une ouverture. En fait, ça fonctionne avec des pions. Donc, les pions, on peut vraiment les faire avancer comme on veut. Et ça, malgré tout, en termes stratégiques, c'est une opportunité qu'on n'avait pas auparavant, quoi. Maxime, toi qui nous disais hors antenne, je balance, que Civilization, c'était pas forcément ça t'avait jamais vraiment attiré ? Non, jamais. C'est une licence. Alors, je sais qu'elle est ultra populaire. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de RTS à la fin des années 90, parce que je me suis mis sur le PC. J'ai fait beaucoup de rejets. C'est des premières consoles 3D qui sont arrivées, PlayStation, Nintendo 64, tout ça. Je trouvais la 3D très, très moche par rapport à la 2D. PlayStation, si vous nous entendez. Non, mais même Saturn, voilà, toutes ces consoles-là. Sega aussi. Donc, moi, j'étais je suis resté sur ma Super Nintendo, ma Neo Geo et mon PC. Je suis mis à fond sur le PC. Et là, j'ai joué énormément à tout ce qui était Warcraft, Total Annihilation, Starcraft. Donc, effectivement, j'ai quand même aussi une appétence pour ce genre de jeu. Mais au fil du temps, j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui puisse m'attirer. Je sais que les Total War m'attirent énormément, peut-être le côté un peu plus guerrier que Civ, ou peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans la préparation, la diplomatie, ce genre de choses. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est une licence qui, je suis un peu passé à côté, c'est vrai. Et puis pourquoi pas. En tout cas, vous m'avez donné un petit peu envie de pouvoir. Et on n'a pas fini. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, c'est qu'en fait, contrairement à Total War, qui est très axé guerre, la Sega Civilization au début a commencé comme ça, parce que malgré tout, fallait les mécaniques de l'époque. On avait des limites, de toute façon des limitations, on pouvait pas tout se permettre. Et c'est vraiment au fur et à mesure des épisodes qu'ils ont rajouté plus de choses, et notamment la diplomatie, la religion, etc. Et vraiment des volets très importants de l'humanité et qui ont vraiment transcendé le jeu pour moi, quoi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on présente toujours Civilization comme un jeu d'histoire. Ouais. C'est eux qui l'avaient dit. Ils disaient, alors un peu à la sauce Ubisoft, mais différemment, on veut faire de l'histoire de terrain de jeu. Ouais. Sauf que
le principe de base aussi de civilisation, c'est que c'est un peu n'importe quoi. On peut attaquer Cléopâtre avec Napoléon. C'est un what if, voilà, c'est le genre what if, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si. Donc effectivement, ça surfe beaucoup là-dessus, quoi. Et encore plus avec l'épisode 7. Alors justement, on va y venir. Les nouveautés de l'épisode 7, ça change énormément de choses pour les joueurs du 6 et des précédents. Sur la base, c'est qu'aujourd'hui, on peut choisir un leader et une civilisation différente. Donc je rigolais quand je disais on peut attaquer Napoléon avec Cléopâtre. Aujourd'hui, vous pouvez carrément diriger l'Égypte avec Napoléon sans complexe. On peut décolorer. Alors les historiens puristes comme Camille n'aiment pas. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je tente moins l'expérience que la chose historique. Voilà. Alors raconte-nous cette nouveauté, parce que finalement on rigole là en disant que c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas vraiment n'importe quoi. Non. C'est-à-dire qu'il y a une vraie logique possible quand même derrière. En fait, ça permet tout simplement d'ouvrir le genre à plus de public, en fait. Parce qu'en fait, là, les limites sont moindres, vous avez plus de liberté de mouvement, liberté de choix, etc. Tu donnais très bien l'exemple, c'est qu'en fait, si tu joues Napoléon, tu peux très bien ensuite switcher de civilisation et passer, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, à l'Amérique, tu vois. Et ça change tout. Et alors, moi, d'un point de vue personnel, ça me fait un peu mal dans mon petit cœur d'amoureux de l'histoire, mais je dois avouer que ça marche excessivement bien sur le long terme, parce qu'en fait, on avait ce côté-là où une partie pouvait alors pas tous les fois, mais ça pouvait être assez redondant finalement. Je sais pas si tu avais les mêmes souvenirs que moi, mais en tout cas sur Civ 5, sur 6, ça pouvait être assez redondant en fin de partie. Et là, justement, ça allait beaucoup moins parce que tu as une opportunité de changement de civilisation, et ça change tout, parce que tu as des mécaniques de jeu qui sont différentes, tu as des bonus qui sont différents, tu as des malus qui sont différents. En fonction de ton leader. En fonction de ton et leader. Plus de ta civilisation, quelque part. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans le set, c'est que voilà, on peut s'amuser. Alors moi, je m'amuse au contraire de Camille à prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec la civilisation. Donc là, j'ai joué avec les Incas. Oui, c'est ça. Et j'ai pris Hatshepsut, donc, qui est plutôt Égypte. Non, je t'ai dit n'importe quoi. J'ai pris Machiavel. Sur cette partie-là. Okay. J'étais parti pour prendre Hatshepsut et j'ai pris Machiavel, parce que vous avez les leaders historiques et vous avez les personnages emblématiques de certaines époques. Ça, c'est une bonne idée aussi. Et ça, c'est une très bonne idée. Et donc, j'ai pris Machiavel, stratège, pour aller diriger les Incas. Et en fait, c'est la personnalité de ton leader qui va faire orienter ta civilisation. Donc c'est intéressant. Donc moi j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus... j'ai un mélange des genres d'une civilisation très axée sur la science et quelqu'un qui est beaucoup dans l'influence. Et on en parlait, l'influence, c'est la nouvelle donne diplomatique du jeu qui fait que j'essaie d'être ami avec tout le monde pour ne pas avoir d'ennemis. Très difficile. Mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous pourrir la vie. Il faut choisir son camp à un moment donné. Mais non, mais j'ai voulu être sympa avec Napoléon, avec Charlemagne, et au final, il y en a un qui m'attaque. Mais tu sais qu'historiquement, c'est pas si bête que ça. Ils l'ont expliqué d'ailleurs, les développeurs, c'est qu'en fait, l'histoire humaine, elle est faite de changements. Et si par exemple, ils ont pris l'exemple à l'époque de la ville de Londres, qui s'est transformée, elle est passée ensuite sous joug romain, et ensuite c'est devenu ce qu'on connaît maintenant, l'Angleterre, etc. Et donc, vous avez un peu cette mécanique-là en fait dans le jeu. C'est-à-dire que vous avez une grande ville et en fait, elle va changer demain, mais finalement, la civilisation ne va pas remplacer celle précédente. Elle va s'ajouter, et ces ajouts, en fait, ils vont même se voir dans la direction artistique du jeu, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un gros changement dans ce civilisation qui est qu'à la fin d'une ère, donc il y a toujours le principe des ères, je ne sais plus, non, Antiquité. Oui, il y en a 3. Moderne, c'est la dernière, et après vous avez médiéval. Non, médiéval, c'est ça. Et en gros, à chaque ère, on peut changer de civilisation. C'est-à-dire, mais alors, ça reste cohérent avec la zone où vous êtes et ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer de l'Asie à l'Amérique. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est pareil, ça amène une autre dynamique. Vous avez des challenges à remplir à chaque sur l'ère, en fait, vous devez terminer. Comment on peut dire ce Civ 7 par rapport au 6 ? Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a toutes les extensions du 6 qui ont été mises d'entrée dans le 7. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, il y a les catastrophes naturelles, dont il faut... Si vous avez la bonne idée de mettre une cité au pied d'un volcan et qu'il entre en éruption, il n'y a plus rien. C'est vrai, quoi. Mauvaise idée. Il y a un point sur lequel, un reproche qui a souvent été fait, c'est qu'on parle d'histoire dans Civilisation, mais on ne parle pas aussi des sujets qui fâchent historiques. Il n'y a jamais de référence à l'esclavage. Il y a plein de choses comme ça qui ont quand même été épurées. Mis sous le tapis, le truc, pas de meurtre, on n'assassine personne. On fait la guerre, mais on n'assassine pas. C'est vrai que malgré tout, ça reste un jeu qui est très abordable et qui se veut être abordable même pour des enfants finalement. Et donc ils ont voulu effectivement simplifier peut-être un peu trop les choses. Mais c'est pas ce qu'on demande dans Civilisation. Moi, je sais que beaucoup de gens...
pense comme moi, ceux qui sont amateurs d'histoire en tout cas, quand vous jouez à Civilization, vous aimez le cadre historique, mais vous n'êtes pas à la recherche de la vérité historique. Si vous cherchez de la vérité historique, vous allez plutôt vous tourner vers un wargame type Paradox Interactive. Là, vous allez tous les sujets, l'esclavagisme et tout ça va rentrer en compte. Mais dans un jeu type Civilization, ça reste quand même l'histoire humaine simplifiée. Donc on peut le regretter, mais malgré tout, ça reste un jeu qui se veut ouvert à tous, quoi. Donc c'est un peu le côté grand public du jeu de stratégie. Tout à fait, stratégie. Ouais, tout à fait. Et encore plus, je pense, le 7, pour moi, me paraît beaucoup plus ouvert. Mais tellement. Ce que j'y ai joué, beaucoup plus ouvert. Est-ce que c'est la licence qui vend le plus en termes de jeux de... Non, je pense que Total War... ça fait 9 ans qu'on en attend, hein, donc il y a aussi ça. Ouais. Et là, les gens commençaient... Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils sortaient des DLC à gogo. Mais grosse communauté, par contre. Grosse communauté qui suit épisode en épisode et qui attend vraiment assidûment les nouveautés qui vont changer le gameplay, etc. Quoi. Donc Civilization 7, ça sort le 11 février sur PC et console. Directement, pour une fois. Et bien voilà, comme on vous l'a dit, il faut aller se jeter dans l'histoire de Civilization. On va passer à une partie à quoi on joue, vous allez voir, très historique aussi. Alors, on va commencer avec un jeu historique que beaucoup de gens attendent, c'est Assassin's Creed Shadows. Alors non, il ne sort pas tout de suite, il a été encore reporté au 20 mars, mais l'ami Maxime a pu mettre la main dessus. Exactement, c'était il y a quelques semaines. Ben ouais. J'ai pu y jouer pendant 4 heures grâce à Ubisoft qui nous a fait donc des sessions de preview. Et c'était un événement qui était assez attendu parce qu'on sait que c'est un jeu qui est... qui est très important pour Ubisoft, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, la société est en difficulté. Donc oui, 4 heures de hands-on. C'est le jeu du challenge et du retour au premier plan. Ouais. C'est un jeu qui alors c'est pas les bonnes images là, mais on est sur Kingdom Come, ouais. C'est bon, on nous en parlera juste après de Kingdom Come. Mais effectivement, c'est un jeu qui est très attendu effectivement pour savoir si effectivement il va changer un petit peu la formule ou pas. Et on est en train de constater effectivement que Ubisoft réajuste un petit peu les éléments de gameplay qui pouvaient peut-être un petit peu fâcher les joueurs, qui avaient un petit peu lassé aussi les joueurs, parce que Assassin's Creed, c'est quand même plus de 15 ans que ça existe. Je ne sais plus il y a combien d'épisodes, mais il y en a énormément, plus de 20, et on est toujours à peu près sur la même formule. Donc effectivement, les gens attendent beaucoup de cet épisode. Je dirais peut-être même un peu trop. Ah, alors, donne-nous ton premier ressenti. Parce que, moi, j'étais agréablement surpris de cette session de preview, parce qu'on sent qu'effectivement, Ubisoft essaye de modifier un petit peu sa formule. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire que les gens qui pensent vraiment qu'on va avoir quelque chose de radicalement différent, c'est pas le cas. On est vraiment sur à peu près la même structure, mais il y a des changements qui font qu'on est quand même sur la bonne voie. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a toujours reproché aux jeux d'Ubisoft, aux open world d'Ubisoft, de prendre le joueur beaucoup trop par la main. C'est-à-dire que lorsqu'on va afficher une map, la carte, on va voir tous les points d'intérêt qui vont apparaître, et puis il va falloir se rendre là pour aller faire une activité, trouver un secret. Voilà, tout est déjà indiqué, donc tout le travail est déjà pré-mâché en fait par les développeurs. Ça, c'est quelque chose qui a souvent été pointé du doigt. Il y en a qui aiment et il y en a qui sont lassés, ça c'est clair. Alors, c'est là où c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, si on reprend l'épisode précédent, qui est donc l'épisode Valhalla, sorti en 2020, c'est quand même 20 millions de ventes. T'es pas gentil, t'as oublié Mirage. Mirage, effectivement. Alors, Mirage est vendu différemment, comme un retour aux sources. C'est un retour aux sources, Mirage. C'était un DLC qui a été transformé en jeu complet, donc effectivement, c'est un petit peu différent. Mais le dernier gros Assassin's Creed, c'est Valhalla, c'est quand même 20 millions de ventes. Donc, c'est quand même la plus grosse vente d'Ubisoft. Donc, quand on a 20 millions de personnes qui l'ont acheté, on se dit, on est quand même sur de bons rails. Mais il y a cette autre communauté très très vocale, notamment sur les réseaux sociaux, et qui en a marre effectivement de cette formule un petit peu éreintée. Et le problème, c'est que en 4 ans, il s'est passé énormément de choses, et Ubisoft a essuyé énormément d'échecs. Donc, on est effectivement sur quelque chose où je pense que c'est compliqué pour Ubisoft de savoir s'il faut toujours viser le très grand public ou les joueurs très hardcore ou les fans de la licence. Donc, ils marchent un petit peu sur des œufs. Et alors, ce duo Yasuke-Naoe a joué. Est-ce que c'est un vrai intérêt ou c'est un peu gadget ? Alors, sur les 4 heures sur lesquelles j'ai joué, pour moi, ça a été la grande force. C'est-à-dire qu'effectivement, les deux personnages sont
assez différents. On a vraiment Yasuke qui est comme un personnage très imposant dans sa carrure, un petit peu tank dans sa façon de jouer, qui est très lent aussi, mais qui encaisse énormément bien les coups. C'est-à-dire que lors des combats où on est entouré d'ennemis, c'est celui qui va être le plus efficace. En revanche, il a beaucoup de choses qu'il ne pourra pas faire. L'infiltration, c'est pas pour lui. Il pourra pas grimper non plus sur les murs. Donc il y a des missions qui vont être très très compliquées à gérer avec lui. Alors que Naoe, c'est tout l'inverse. Elle est très agile. Elle correspond beaucoup plus à l'assassin. À l'assassin classique. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est celle qui était le plus intéressant à jouer. Malgré tout, elle est très faible dans les combats. Donc moi, je me souviens, j'ai eu une mission où il y avait à peu près 10 shinobi qui étaient autour de moi. Je crois que je suis mort 4-5 fois avant de pouvoir, pouvoir avancer. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose des questions. Donc il y a cette dualité qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que on va voir sur la longueur, est-ce que cette différence entre les deux personnages est vraiment significative ou si c'est pas gadget. Ça, c'est à voir sur la distance. Exactement, parce que en vrai, ils auraient pu faire un seul personnage avec toutes les mêmes capacités et forcer le joueur à jouer de telle ou telle façon. Ça aurait pu. Oui, mais j'aime bien l'idée, moi, d'un double personnage. Je trouvais que dans Syndicate, c'est ça qui était frustrant, c'est qu'on avait deux personnages, mais on ressemblait énormément. Alors, pour moi, dans Odyssey, les deux personnages, ça n'avait aucun intérêt parce que c'était les mêmes. Ouais. Dans Syndicate, c'est plutôt le fait qu'on ne pouvait pas les jouer séparément. Oui. Et ça, j'étais un peu frustrée. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 heures si on devait résumer là ? Et on orientera les gens vers ton test parce que tu as fait un très long test vidéo sur Jeux Actu. Une très grosse preview, effectivement. Je dirais que c'est très prometteur. C'est-à-dire que l'univers, tous les Assassin's Creed, c'est le cas. Il y a un côté vraiment très enchanteur. Visuellement, c'est très chouette aussi. Il y a vraiment quelque chose qui capte le joueur dans son environnement. Maintenant, il faut voir sur la longueur si Ubisoft arrive effectivement à un petit peu chambouler sa formule pour ne pas trop nous lasser, ne pas trop nous donner par la main. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va être très attentif. Voilà. Nous, on aura la réponse un petit peu avant le 20 mars, date de sortie officielle. On en reparlera en longueur dans Multijoueur. Je voudrais qu'on finisse. Il nous reste, 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes quand même, pour parler d'un autre jeu qui, lui, sort maintenant, est déjà sorti d'ailleurs. C'est Kingdom Come Deliverance 2. Ah là là, Camille fait déjà des cœurs. Camille, vas-y, c'est toi qui as le pitch en 1:30. Alors déjà, raconte-nous, explique-nous ce que c'est, pour les gens comme moi qui n'y ont jamais joué. C'est un RPG réaliste, sans magie et sans dragon. Voilà, si on devait résumer, c'est exactement ça. Ça prend exactement l'inverse de Skyrim, pour ne citer que lui, ou de The Witcher. C'est-à-dire que le jeu vraiment se veut absolument réaliste dans un cadre historique très précis. Il y a de très nombreuses recherches qui ont été faites pour correspondre historiquement à la réalité, à la véracité. Ça peut plaire, moi ça me plaît, et ça peut fortement déplaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas le côté un peu lourd des interactions avec l'inventaire, etc. Ça peut être très complexe quand on n'est pas habitué à ça, mais moi je sais que j'adore. Je suis à la recherche de ce type de réalisme dans les RPG. Donc, c'est un jeu où il faut s'investir énormément. Clairement. Énormément. C'est-à-dire que si, tu l'as dit, on peut vraiment détester. Par exemple, quand tu vas aller forger une épée, ça prend parfois 10 bonnes minutes à forger une épée. Vous allez me perdre en route, les mecs. Vous allez me perdre en route. Par contre, à côté de ça, par exemple, pour ceux qui aiment bien l'exploration, c'est un jeu qui est tout simplement magique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de magie, mais ça reste magique. Parce que vous baladez dans un bois, vous entendez le bruit des oiseaux qui est vraiment très prenant, vous avez une grosse recherche. Ils ont fait de grosses recherches sur la nature. Ils ont vraiment enregistré des ambiances. Et quand vous y êtes, vous avez vraiment l'impression d'être à Fontainebleau. C'est juste c'est incroyable. Quoi. En opposition, on est vraiment sur l'anti-jeu Ubisoft, c'est-à-dire que c'est un jeu qui vraiment te laisse dans la nature, tu ne sais pas quoi faire et tant pis pour toi. C'est-à-dire que le jeu ne t'aide jamais, à aucun moment il va t'aider, c'est-à-dire que même sur les points d'intérêt, parfois on a le point d'intérêt qui est devant nous, on ne le trouve pas. Et il faut vraiment chercher le petit point à tel point où je peux dire c'est peut-être parfois limite austère, mais en tout cas c'est une solution qui est radicale et qui plaît à un certain public. Et je rappelle que le premier, c'est quand même vendu à 8 millions d'exemplaires. Donc c'est pas rien. Et le deuxième arrive, j'ai l'impression, vraiment avec... Une grosse hype. Une grosse hype. Toi, t'en as combien d'heures dessus ? J'en suis à 72 heures là. Voilà, 72 heures. Camille, il y va à la cool. Moi, j'y vais à la cool, je prends le temps de marcher dans les bois, de visiter les châteaux, d'admirer les tableaux. Voilà. Mais c'est ce que je fais aussi. Sauf que, et c'est ça qui est fort, c'est que j'ai la mission principale. En fait, j'ai mis à peu près 15-20 heures avant de me dire faut peut-être que j'avance sur la mission principale. Oui, c'est ça. Ah non, mais ça va être un traquenard pour moi parce que je me perds dans les quêtes annexes systématiquement. Mais ça veut dire que les quêtes annexes sont aussi intéressantes que les quêtes principales. Et ça, c'est fort. Donc voilà, un jeu qui est disponible sur console et PC. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission.
Merci à vous. Et merci à vous d'être venu pour ce cours d'histoire aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc Maxime, on te retrouve sur Jeux Actu. Toujours, ça n'a pas bougé. Avec la chaîne très belle preview d'Assassin's Creed Shadows et plein d'autres choses à venir. Plein d'autres choses qui arrivent, notamment Kingdom Come. Voilà, Kingdom Come Deliverance 2. Camille, toujours sur Gameblog. Exact, je vous parle d'histoire, mais pas que. Mais tu reviendras nous parler longuement du jeu vidéo et de l'histoire, parce que c'est un sujet qui m'intéresse grandement aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube Tech & Co aussi, et sur la plateforme RMC BFM Play, en podcast partout. Et sinon, vous pouvez nous retrouver aussi dès la semaine prochaine, ici même, pour plein de jeux, parce que le mois de février, vous allez voir leur tête à la fin du mois, ce sera pas beau comme la mienne. Mais en attendant, jouez bien et à très vite.